Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mardi 4 mars. Ce soir, retour à Mareuil-sur-Lay pour rencontrer des salariés de la laiterie. Victoria et David sont tous les deux salariés de l'entreprise qui a mis la clé sous la porte vendredi. Pas encore trentenaires, ils réfléchissent maintenant à leur reconversion. La fin d'un hiver particulièrement venté et houleux aussi ce soir. Christine, qui a balayé le littoral vendéen jusqu'à hier encore, devrait être une des dernières, si ce n'est la dernière dépression hivernale. Retour donc sur les dégâts causés par la météo cet hiver en Vendée. Et puis aujourd'hui, c'était mardi gras. Alors entre déguisements, gaufres et défilés, ce mardi de vacances scolaires a été bien chargé. Pour la première fois depuis près de 80 ans, la laiterie de Mareuil-sur-Lay n'a pas ouvert ses portes hier matin. La production est arrêtée définitivement avec quelques semaines d'avance sur le calendrier. Du côté des salariés, du coup maintenant c'est l'attente de la fameuse lettre de licenciement, une lettre qui devrait leur permettre d'envisager la suite. Pierre Dalicieux. Depuis hier, plus de levées matinaux, David et Victoria jouent et passent du temps avec leurs enfants. Ça, c'est le bon côté des choses, comme ils disent. Oui, mais voilà, ce temps libre, il s'en serait bien passé. Car depuis hier, la laiterie est fermée. Une fermeture qu'ils ont pour le moment du mal à réaliser. On est comme si on était en repos ou en congé. D'ici la semaine prochaine, je pense que là, on va commencer à se dire « mince, c'est vraiment fermé, on n'ira plus du tout. Ça y est, c'est fini, quoi ». Dans les prochains jours, David et Victoria recevront leur courrier de licenciement, mais pas question pour eux de sombrer dans la déprime. David a fait une demande de formation de paysagiste, l'occasion pour lui de changer complètement de voie. Je me suis dit c'est l'occasion de peut-être faire quelque chose que j'aime. J'en ai l'outil puisqu'on logiquement on me paye la formation, donc autant en profiter pour faire ce que j'ai envie et arrêter les 3-8, arrêter l'usine. Ces jeunes parents ont prévu quelques activités pour s'occuper. Potager, peinture dans la maison, jardinage, tout est bon pour essayer d'oublier leur ancien travail. On a des travaux prévus ici pour la maison qui vont nous prendre un peu de temps. Ça va nous occuper et éviter de penser pour l'instant à l'usine, même si c'est omniprésent de toute façon. Ça fait comme un deuil maintenant, il faut que ça parte, que la tristesse se calme et puis bon, on verra après l'avenir. L'avenir, le père de David ne le voit pas sombre pour son fils, mais se soucie néanmoins du contexte dans lequel il évolue. C'est vrai qu'en ce moment, les propositions d'embauche ne courent pas les rues. Ça nous inquiète en tant que parents toujours, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le lendemain, surtout avec 2 bouts de chou. C'est vrai que trouver du boulot dans le coin, c'est comme dans toute la France. Hein. Il y a des gros problèmes économiques, on le voit partout, Fagor, la laiterie, on en voit un peu partout. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est pas évident pour eux. David et Victoria ont des projets et veulent rester confiants. La laiterie de Mareuil, pour eux, c'est 5 ans de leur vie qui s'arrêtent ici. Les sages-femmes ne font plus du paramédical, mais bien du médical. C'est en substance ce qu'a annoncé ce matin Marisol Touraine. La ministre de la Santé avait promis un changement de statut. Le voici donc. Alors concrètement, au quotidien, les sages-femmes qui travaillent à l'hôpital ne vont plus dépendre des cadres paramédicaux, mais bien de la direction du personnel médical. Une nuance cependant, contrairement à ce que demandait notamment le Collège national des sages-femmes et l'Organisation nationale des sages-femmes, ce n'est pas le statut de praticien hospitalier qui leur est accordé, mais une alternative. On n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de changements finalement, en fin de compte. On n'a pas... C'est encore quelque chose qui va nous mettre à part. Donc il y a des grands mots qui nous disent qu'elle reconnaît effectivement que nous sommes un statut médical, mais la position dans laquelle Marisol Touraine nous place, finalement, n'est pas celle que l'on souhaite, n'est pas celle que l'on revendique, qui s'approche plus de celle des médecins et des autres professions médicales, finalement. Et ce nouveau statut sera officialisé par décret dans les prochains mois. Notre page municipale à présent, je vous en rappelle les règles. D'ici au 23 mars, nous faisons le tour des listes annoncées comme complètes dans les principales villes du département, dont les chefs-lieux de canton. Et ce soir, justement, direction Saint-Jean-de-Mont et ses 8000 habitants. 2 listes font campagne, dont celle menée par Dominique Leborgne, sans étiquette, mais plutôt classée à droite. On écoute ce chef d'entreprise. Il développe les grandes lignes de son projet. Mes priorités sont principalement face à la présence du maire socialiste depuis 25 ans sur la commune de Saint-Jean-de-Mont, les finances publiques de notre ville, la sécurité sur certaines villes ou certains quartiers de la ville de Saint-Jean-de-Mont et la relance de l'économie locale sur notre commune et surtout le commerce du centre-ville. La vision de ma ville dans 6 ans, elle est simple.
Moins de pression fiscale pour les Montois et les Montoises, moins de pression fiscale pour les patrons de PME, TPE et une vie économique présente à l'année et non pas sur un mois et demi de saison. L'autre liste, elle, est menée par le maire sortant André Ricolo, qui est également conseiller général du canton. Il se présente sans étiquette, mais il est plutôt, lui, classé à gauche. Écoutez, il nous présente les grands axes qu'il entend défendre dans cette campagne. Nos principales priorités sont d'abord la plateforme régionale d'innovation qui, dans le cadre de la résidentialisation, va nous permettre de transformer la station balnéaire de Saint-Jean-de-Mont en ville balnéaire à moyen terme. Le dossier également du centre-ville dans le cadre des ateliers citoyens de démocratie participative qui nous a permis d'élaborer ce dossier de rénovation du centre-ville qui va s'échelonner sur 4 voire 5 ans. Et puis également, bien évidemment, un certain nombre d'actions liées à la préservation et à la mise en valeur du cadre de vie. Petra, Kumera ou même Ula, autant de tempêtes, de grosses dépressions qui ont balayé la Vendée depuis le début de l'automne. La dernière en date, Christine, a principalement occasionné ces derniers jours des coupures d'électricité et quelques inondations dans les commerces en bord de mer. Un hiver 2013-2014 particulièrement venteux donc et qui devrait laisser des traces. Anthony Jamin. Christine, la dernière d'une longue série de tempêtes, frappait hier l'ensemble de la côte atlantique. À l'Aiguillon-sur-Mer, les assauts répétés des vagues commencent à avoir raison du bardage des digues. La zone est d'ailleurs placée en vigilance orange. Dans la réserve naturelle de la Belle-Henriette, la dune principale, dernière barrière naturelle, a elle aussi cédé comme en 2010 lors du passage de Xynthia, créant une brèche importante. C'est même une curiosité, regardez les gens qui sont là, ils ne sont pas inquiets, ils sont curieux. C'est tout, parce que c'est étonnant de voir ce paysage submergé. C'est curieux, on ne le voit pas comme ça habituellement. Dirk, Eric, Petra, Kumera et maintenant Christine, ces tempêtes hivernales ne sont pour les spécialistes pas plus inquiétantes que d'ordinaire. La seule différence se situe au niveau de leur fréquence, puisqu'en 2 mois et demi, une trentaine de gros coups de vent a été enregistrée. C'est vraiment un anticyclone des Açores bien positionné, une dépression islandaise bien positionnée, et entre les deux circule un bon flux d'ouest, porteur de toute cette perturbation qui défile, avec des coups de vent, pas plus forts que les autres années. Il y a eu des coups de vent plus forts, mais c'est cette fréquence de coups de vent qui est importante. La répétition de ces phénomènes météorologiques a évidemment causé des dégâts importants en bord de mer, avec des vagues particulièrement destructrices. Des forts coefficients de marée très importants, associés à une forte houle, aussi des phénomènes de surcote, donc une élévation du niveau de la mer, tout ça conjugué avec fragiliser toutes les zones vulnérables du littoral. Une côte grignotée, des remblais et des digues fragilisées, même le port des Sables d'Olonne a subi de gros dégâts. Fort heureusement, les tempêtes d'hiver touchent à leur fin, mais pas les grandes marées. En 2014, 87 sont attendues, dont 42 avec un coefficient supérieur à 100. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'anticyclone annoncé ces derniers jours se confirme. Guido, c'est son nom, devrait apporter soleil et douceur donc à partir de demain et jusqu'à la fin du week-end. Le plus difficile semble donc derrière nous maintenant. L'heure est aux travaux pour tout remettre en ordre. Du côté de la voirie et des infrastructures, justement, le Conseil général vient de présenter son plan d'action pour reconstruire notamment le quai des Sables d'Olonne dont une partie s'est effondrée. On l'a vu dans le reportage, peut-être à cause d'un problème à sa construction. On a sans doute pour le quai une malfaçon à l'origine en 1975 lorsqu'il a été réalisé. Sans doute que les techniques de l'époque avaient leurs insuffisances, mais c'est en même temps la forte pluviométrie, les intempéries, les grandes marées. Il y a eu un phénomène de poussée pour le quai et il y a eu cet arrachage de 50 mètres linéaires. Donc il faut qu'on arrive à tenir compte aussi bien pour le quai que pour la future route, des nouvelles conditions climatiques. C'est la raison pour laquelle, sur la route, on pense que des buses, si grosses soient-elles, ne peuvent pas suffire à la transparence, à l'écoulement des eaux. Et on va carrément faire un tablier, c'est-à-dire un pont d'une quinzaine de mètres qui va permettre un écoulement beaucoup plus naturel des eaux. Et donc, vous venez de l'entendre concernant cette route de Cayola qui a été détruite. On l'a vu dans le reportage. Une voie temporaire va être construite pour l'été. Un pont le remplacera ensuite avec une mise en service courant 2015. L'Ukraine entame son 4e mois en une de l'actualité internationale. Aux dernières nouvelles, l'usage de la force est toujours envisagé par le président russe Vladimir Poutine pour contrer le départ de son homologue ukrainien et pro-russe Viktor Yanukovych. Eh bien, c'est une situation qui préoccupe particulièrement
l'association Vendée-Ukraine. Ces bénévoles entretiennent des liens très étroits avec ce pays où ils aident plusieurs orphelinats, un hôpital pédiatrique ou encore une école de danse. L'un de ses membres revient justement d'un voyage dans l'ouest du pays, Grégoire de Châtillon. Située à l'ouest du pays, à 80 km de la Pologne, la ville de Lviv, qui compte 800 000 habitants, est une destination que connaît bien le président de l'association Vendée-Ukraine, Alain Lédé. Il s'y rend fréquemment pour aider les populations les plus défavorisées. On reçoit des mails régulièrement. Le dernier en date, donc on l'a reçu, c'était hier matin, nous disant c'est la guerre, c'est la mobilisation générale. Donc, parce que pour eux, c'est aussi la Russie, c'est avant 91, c'est donc les goulags, c'est des choses qui sont encore très récentes. 91, c'est pas si vieux que ça. Et donc eux, dès qu'il y a la Russie qui peut rentrer en jeu, c'est revenir faire une marche arrière de 20 ans, mais c'est surtout avec les atrocités qu'il y a pu y avoir à cette époque, quoi. Même si là-bas la ville est calme, l'inquiétude immédiate, elle, concerne la Crimée et la possible mobilisation de la population face à la Russie. Jean-Marie Lomdé, lui, est rentré jeudi de Lviv. Les Ukrainiens qu'il a rencontrés là-bas sont bien évidemment très inquiets de l'avenir de leur pays. On voyait passer à la télévision des images concernant la Crimée, déjà à ce moment-là, et c'était leur grosse crainte, c'était comment va évoluer la Crimée. Ça, c'est leur grosse inquiétude. Et ils craignent aussi que l'Europe les abandonne quelque part, parce que plusieurs fois nous avons été interpellés, qu'a fait l'Europe pour nous depuis 3 mois. Et ça, c'est leur inquiétude essentielle. S'il est difficile aujourd'hui pour eux de se projeter en Europe, le sujet est sans cesse abordé et là-bas on ne parle que de ça. Mais tout d'abord, l'urgence serait de défendre s'il le faut son pays et son pays tout entier. Une actualité internationale qui ne remet pour l'instant pas en cause la tournée des Joyeux Petits Souliers. Les danseurs ont reçu leur visa pour la France. Ils devraient donc bien venir en Vendée fin avril. Beaucoup plus léger, c'était Mardi Gras aujourd'hui. Il reste encore quelques heures pour manger des crêpes et se déguiser. Ce que n'ont pas attendu de faire les petits Herbretais des Diablotins. Delphine Ledu. Une autre dose de pâtes. L'odeur des gaufres chatouille les papilles. Cet après-midi, au centre de loisirs des Diablotins, les gaufres ont remplacé les crêpes, car aujourd'hui, c'est Mardi Gras. Et cette année, la date tombe pendant les vacances scolaires, l'occasion pour les animatrices du centre de fêter Mardi Gras. Hier, on était sur un autre thème qui était le secret des grands-mères. Donc hier, nous avons parlé patois toute la journée. Et en fait, eh bien, c'est aussi une tradition chez nous, les gaufres. Donc c'est un peu la continuité de notre thème. Donc voilà, Mardi Gras étant aussi le jour des gaufres. C'est une journée phare pour les enfants, ils aiment se déguiser. C'est le moment où ils peuvent, voilà, c'est une journée plus drôle, détente, colorée, où voilà, ça court dans tous les sens, ça rigole, ça joue, on mange. C'est une bonne journée conviviale pour les enfants. Mais Mardi Gras, c'est aussi l'occasion pour les enfants de se déguiser. Je me suis déguisée en guadeloupéenne, en méchant, princesse. La dégustation des gaufres attendra, place maintenant à un défilé haute couture. Et puis le week-end a été marqué par la fin de l'exposition consacrée à Georges Clemenceau et les artistes modernes du Manet, Monet, Rodin ou encore Toulouse-Lautrec réunis à l'Historial de la Vendée. Hier, le musée était sous haute surveillance. Toutes ces œuvres ont été décrochées et emballées. Aurélia Horner. Donc c'est tout ce qu'on avait remarqué à ce niveau-là. Après, au niveau de la cuisse, très légère griffure. La statue est inspectée dans ses moindres détails. Éraflures, griffures, petites taches, toute dégradation, même la plus infime, est notifiée dans le constat d'état. À l'arrivée comme au départ des œuvres, c'est le même examen minutieux. On regarde s'il n'y a pas d'autres petits problèmes qui seraient survenus lors de l'exposition. J'aide madame à faire le constat d'état, parce que c'est moi enfin, l'équipe et moi qui allons la réemballer. Et nous allons aller la livrer au musée Mayol. Cela fait 31 ans que Laurent est emballeur layetier, un métier très peu connu mais indispensable au montage et au démontage de toute exposition. Leur rôle, l'emballage des œuvres et leur transport. À eux d'en prendre le plus grand soin. On vient voir la pièce au musée, on prend les mesures, on fait la caisse,
Ensuite, on vient à 2 ou 3, on la met dans la caisse et après, on dessine les formes dans la mousse. Et vous voyez, ça s'emboîte après tout seul. Il faut savoir quel matériau utiliser. Il faut tout de suite identifier, si, par exemple, pour une œuvre graphique, si c'est un verre ou si c'est, par exemple, du plexi, parce que le traitement de surface n'est pas le même. On n'emballe pas de la même façon un plâtre, un bronze, une terre cuite. C'est des matériaux très spécifiques. Une grande responsabilité pèse sur leurs épaules donc. Si leur rôle est primordial, ils ne sont pas les seuls à pied d'œuvre. Menuisiers, serruriers ou encore convoyeurs sont également sollicités pour l'occasion. Une véritable fourmilière où chacun a sa partition à jouer. Mais il y a bien quelque chose qui les rassemble. L'amour des œuvres, c'est passionnant. Être au contact des œuvres d'art, c'est magique. Toutes les œuvres passent ici et entre nos mains, on va dire. Et c'est vrai que c'est... Et puis c'est pas la même sensation de les toucher que de les regarder. Hein, c'est vrai. Mais bien sûr. Bien sûr. Vous avez l'impression d'être un peu, pas le sculpteur, mais de sentir ce qu'il a fait. Caresser un rodin. C'est super agréable. Aujourd'hui, ce n'est pas un rodin, mais un mayol, statue qu'il va raccompagner dès demain à Paris, au musée du même nom. Ensuite, direction le Grand Palais à la rencontre d'autres sculptures. Par son travail, Laurent a la chance de côtoyer les plus grandes œuvres d'art partout dans le monde. L'Historial de la Vendée qui a justement enregistré une affluence record pour cette exposition. Plus de 30 000 personnes sont venues voir donc Clémenceau et les artistes modernes. 30 000 dont 3 200 rien que ce dernier week-end au cours duquel étaient donc organisées des visites nocturnes. Quelques mots sur la météo avant de se quitter. Alors, en croire les prévisionnistes, on tient le bon bout. L'anticyclone des Açores devrait bien nous apporter du soleil à partir de demain après-midi. Les températures sont également relativement douces. Le bulletin complet, c'est évidemment dans un instant. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, quelques images du 4e carnaval de la Chaume, un carnaval organisé par l'association Les Amiralettes de la Place Sainte-Anne. C'était cet après-midi du côté des Sables d'Olonne. À demain.